Tu savais que Tim Berners-Lee, le créateur du logiciel principal du World Wide Web, a confessé avoir eu un regret, avoir ajouté les caractères // après le HTTPS pour les adresses web. Ces slash n'avaient aucune utilité, mais c'était la norme en programmation. En 2009, il a déclaré que ne pas les inclure aurait permis de gagner du temps et de l'espace pour tout le monde tous les jours. A priori, ce regret n'est pas un tournant majeur de sa vie. Chris Williamson citait une phrase dans un de ses podcasts. Cette phrase m'a beaucoup frappé, de par sa simplicité et sa pertinence pour mon quotidien. Dans la vie, tu dois choisir tes regrets. J'entends souvent des gens me dire « Tu travailles trop, tu vas le regretter, surtout quand tu auras des enfants. » Ils ne comprennent pas que je regretterais beaucoup plus amèrement de ne pas travailler assez et que mes enfants voient à quel point je suis moyen. Et puis, quand ils disent « Tu travailles trop », ils utilisent leur échelle de mesure. Et ils n'ont pas l'air de comprendre que les regrets sont inévitables. Faire un choix, c'est accepter d'avoir le regret de ne pas avoir choisi autre chose. Ça s'appelle un coup d'opportunité. Plein de gens restent dans une posture passive face à la vie. Inconsciemment, ils croient qu'en ne choisissant pas, ils éviteront d'avoir à goûter aux différentes saveurs du regret. Ils ont tort. Ce qui me rend chafouin quand j'entends parler d'équilibre travail-vie privée, c'est que les gens essaient de m'imposer leur vision du monde. Moi, je considère que si quelqu'un se sent bien en passant tout son temps libre à être avec ses amis ou sa famille, alors c'est parfait. Si QQN se sent bien en passant tout son temps libre à lire des revues scientifiques, c'est parfait. Et si quelqu'un se sent bien en passant tout mon temps libre à bosser, alors c'est parfait aussi. Je déteste quand on transfère sur les autres nos propres idiosyncrasies en se posant en juge de ce qui est bon pour eux. La plupart des gens ne savent même pas ce qui est bon pour eux-mêmes déjà. Un exemple tout bête qui a dû arriver à certains d'entre vous. Mon père est quelqu'un de très averse au risque. Il n'aime pas prendre de risques. Donc, t'imagines bien que quand je lui ai parlé de mes différents placements financiers, il m'a dit « C'est très dangereux, tu vas perdre ton argent, c'est de la foutaise ». Il a projeté sur moi ses propres peurs et sa propre ignorance. Perso, je préfère, à 85 ans, vivre avec le regret d'avoir perdu de l'argent que vivre avec le regret de ne jamais avoir essayé d'en gagner. C'est valable pour plein de gens, dans plein de contextes, pour plein de sujets. Comme dirait Gros Courant et Too Bad, Big Flo et Oli, pardon pour cette blague de merde. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Il vaut mieux regretter d'avoir fait que de n'avoir pas fait. T'es pas d'accord? Le sentiment de vide qui traverse notre époque est lié en grande partie à cet ultra-conformisme. Attention, je dis pas qu'il faut absolument chercher à être excentrique ou original. On voit bien ce que ça donne, de la merde. Je remets plutôt en question les causes de ce conformisme. Si par hasard on est conforme aux autres de manière naturelle à l'issue d'une réflexion personnelle et d'un désir d'affirmer ce qu'on croit être vrai, alors pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un conformisme qui naît du marasme intellectuel qu'est le postmodernisme, couplé à une lâcheté immense face à la pression sociale. La politique politicienne ne m'intéresse pas du tout. Mais quelque chose m'interpelle. Quand je parle avec des collègues, il suffit d'attendre quelques heures, et pour certains quelques bières, pour qu'ils dévoilent leurs vraies idées politiques. Je vous laisse imaginer comment Le Pen et Zemmour ont fait à eux deux environ 50% aux dernières présidentielles. Pourquoi se cachent-ils? Pourquoi ne disent-ils pas franchement ce qu'ils pensent? Quelle faiblesse, quelle lâcheté! Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, disait l'évangile de Jean. Au cœur de Toulouse, 3 amis, Marc, Gary et Abdel, décident d'aller dîner après une longue journée de travail. Marc, qui aime être celui qui propose d'expérimenter de nouvelles choses, suggère d'essayer le nouveau restaurant éthiopien qui vient d'ouvrir au coin de la rue. Il pense que Gary et Abdel pourraient apprécier de se voir proposer quelque chose de différent. Gary, qui préfère la cuisine française traditionnelle, n'est pas très enthousiaste à l'idée, mais acquiesce, ne voulant pas décevoir Marc. Abdel, qui est en fait allergique à certaines épices, hésite mais finit par donner un sourire forcé, pensant que cela ferait plaisir aux autres et qu'il évitera tout simplement de commander certains plats. Assis dans le restaurant, entouré d'arômes et de plats d'Éthiopie, un silence inconfortable commence à s'installer. Marc, remarquant que ses amis picorent leur nourriture, rompt enfin le silence. « Vous savez, si ça ne vous plaît pas, on peut aller ailleurs. » Pause. Scénario 1. La complaisance et le conformisme. « Non, t'es caté, c'est cool, on découvre de nouvelles choses », répondent les deux compères avec hypocrisie. Ils restent donc tous les trois dans ce restaurant.
Finalement, à l'issue de la soirée, personne n'était satisfait. Tout ça parce qu'ils voulaient satisfaire les autres. Pause. Scénario tout, la franchise et l'honnêteté. Gary et Abdel échangent un regard. Le soulagement est palpable. Ils avouent à Marc qu'ils auraient préféré un bistrot français traditionnel. Marc rit. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Allons dans notre endroit préféré alors. » Le trio se retrouva dans un bistrot cosy qu'ils adoraient tous, riant et discutant autour d'un bon bœuf bourguignon et de jolis verres de vin rouge. Ils se promirent à l'avenir d'être honnêtes sur leurs préférences, comprenant que la vraie satisfaction vient du plaisir partagé et non des concessions polies. Quelle histoire palpitante! Quoi qu'il en soit, la teneur de cette histoire est absolument vraie. Pour se sentir vivant, il faut dire la vérité, dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. Dédicace à Maître Gims. C'est super difficile. Dire ce qu'on pense, c'est super difficile. Difficile parce que ça fait littéralement mal. Écoutez, des études ont révélé que l'exclusion sociale, aussi appelée l'ostracisme, peut déclencher des réponses émotionnelles négatives intenses, parfois même plus puissantes que la peur de sa propre mort. Le cerveau s'est développé pour être extrêmement sensible à toute menace d'exclusion sociale, car être ostracisé du groupe aurait pu signifier une condamnation à mort dans les temps anciens. Une étude de Kipling D. Williams, professeur de sciences psychologiques, met cette notion en évidence. Six recherches sur la douleur sociale suggèrent que le cerveau traite celle-ci, la douleur ressentie à cause du rejet ou de l'exclusion, de la même manière qu'il traite la douleur physique. Le cortex singulaire antérieur, une partie du cerveau impliquée dans le traitement de la douleur, est activé lors d'expériences d'exclusion sociale. Or, dire quelque chose qui va à l'encontre de son groupe social active ces zones-là du cerveau. Donc, ça fait littéralement mal de dire quelque chose qui va à l'encontre de la majorité. Mais c'est nécessaire. La plupart des gens sont similaires et obtiennent des résultats similaires parce qu'ils font des choses similaires. Si t'es ambitieux, ou juste si tu penses différemment, prépare-toi à avoir mal, parce que tu devras dire et faire des choses qui déviennent de ce que fait ton groupe. La folie, c'est de faire la même chose, en espérant des résultats différents.